Vous m'avez confié le soin d'identifier les repères historiques et sociaux dans ce cadre, comme vient de le préciser Monsieur le Président de séance. C'est fort heureux pour moi, car c'est à cette tâche que je me suis astreinte durant 9 années, entre autres pour produire l'ouvrage de la reine de Saba à Michelle Obama, africaine héroïne d'hier et d'aujourd'hui à la lumière de l'œuvre de Cheikh Anta Diop, mon maître à penser. L'ouvrage est produit par l'Harmattan Sénégal, donc vous pourrez le trouver ici. Moins de bruit, s'il vous plaît. On vous entend. On entend vos causeries, madame. Car, parmi le legs multidimensionnel du grand savant panafricain Cheikh Anta Diop, figure un champ riche, mais peu connu et peu exploré, pourtant capital, à savoir son apport aux études féminines, voire féministes. On sait que durant des années, durant près de 40 ans, pour ne pas dire durant toute sa vie, Cheikh Anta Diop s'est battu contre la falsification de l'histoire africaine pour corriger les connaissances académiques et restituer au peuple noir son riche patrimoine civilisationnel. En d'autres termes, Cheikh Anta mena une bataille pour la restauration de la vérité historique sur l'Afrique et les Africains. Ainsi, dans cette perspective d'analyser le passé africain pour comprendre son présent et projeter dans l'avenir le rôle de la femme, y tient une place prépondérante dans la pensée de Cheikh Anta Diop. Les repères historiques et sociaux de la participation politique de la femme dans l'œuvre de Cheikh Anta Diop sont très abondants. Explorons-les ensemble. Pour saisir l'histoire des femmes noires, Cheikh Anta Diop remonte à la chaîne de leur origine, notamment à celle de leur continent actuel. Cheikh Anta affirme dans son ouvrage Antériorité des civilisations nègres, mythes ou réalités, que, je cite, la culture africaine actuelle plonge ses racines dans les limons de la vallée du Nil. Il est admis maintenant, dit-il, que la culture pharaonique est une culture africaine. Il ajoute, dans l'unité culturelle de l'Afrique noire, domaine du patriarcat et du matriarcat dans l'Antiquité classique, je cite, le matriarcat est à la base de l'organisation sociale en Égypte comme dans le reste de l'Afrique noire. Fin de citation. En effet, à l'image de l'Égypte pharaonique, les plus anciennes sociétés sédentarisées de l'Afrique noire étaient organisées selon un régime matriarcal que l'homme a conçu en accord avec la femme pour la plus grande puissance du clan, dit Cheikh Anta Diop. Puis, dans l'Afrique noire précoloniale, les systèmes politiques études comparées des systèmes sociaux de l'Europe et de l'Afrique, il affirme que selon l'organisation sociale noire africaine, le régime matriarcal aidant, nos ancêtres antérieurement à toute influence étrangère avaient fait à la femme une place de choix. Non pas la courtisane, mais la mère de famille. Ceci est vrai depuis l'Égypte pharaonique jusqu'à nos jours. À propos du pouvoir politique des femmes, se référant à Peltri qui a tenté de reconstituer la structure pré-dynastique égyptienne, Cheikh Anta Diop nous présente la lignée des Sepsou. Il dit, je cite, au-dessus de ces chefs territoriaux, il y avait la classe des nobles, les Sepsou, qui étaient de riches propriétaires, plus souvent des femmes que des hommes, vu que les femmes étaient propriétaires, toujours des tenancières de la propriété sédentaire. La charge directoriale des Sepsou était une fonction élective annuelle et la situation la plus élevée pour une femme était celle de la princesse Sepsou, bien connue dans le cas de la reine Yapsepsou de la 18e dynastie. Fin de citation. Rapportant les témoignages de Moré au sujet de cette reine déesse, Doria Rakfia Safir dit, je cite, Yapsepsou faisait les affaires du pays des deux terres d'après ses propres plans.
l'Égypte travaillait en courbant la tête pour elle, l'excellente graine sortie de Dieu. Elle était le câble qui sert à aller la Basse-Égypte, le poteau où l'on amarre la Haute-Égypte. Elle était la dose parfaite du gouvernail du Delta, la maîtresse qui donne des ordres et dont les plans excellents pacifient les deux terres quand elle parle. Fin de citation. Notons que cette déesse fut choisie par son père comme son successeur au trône, alors qu'elle avait deux frères, toutes sémices deux et tous sémices droits, mais dont la mère n'était pas de sang royal. C'est dit que l'individu acquérait la noblesse par sa mère. En d'autres termes, que la succession au pouvoir se faisait par la voie utérine, c'est-à-dire par la lignée des femmes. C'est pourquoi, bien plus tard, les fondateurs des nouvelles dynasties, pour accéder au pouvoir, nous dit toujours Ragia Safek, épouser ces princesses de rang royal, ces grands prêtres d'Amon et princes Saïd ne furent rois qu'au nom de leur femme ou de leur mère. Cheikh Anta Diop précise que contrairement à ce qu'on voit en Europe, le pouvoir de ces reines égyptiennes n'était pas de façade. Elles l'exerçaient en toute autonomie, même quand leur époux avait un rang de roi, comme la reine Yasseptou, dont le mari vécut dans son ombre. De même, en Afrique noire précoloniale, l'héritage du bien et du pouvoir se faisait par la mère. Le fait que ce soit des femmes qui gouvernent, dit Cheikh Anta Diop, est resté ancré dans les consciences collectives africaines, au point qu'aujourd'hui, chez certaines ethnies en Afrique, celui qui assure cette fonction porte le nom de mère de la patrie. En effet, dit-il, dans son ouvrage L'Afrique noire précoloniale, au Sénégal, un homme qui gouverne selon la coutume est appelé dans certains cas Ndeye Ji Réew, la mère de la patrie, et cela ne choque personne. Cette fonction coutumière existe encore chez les Lébou. Je crois que certainement j'en ai beaucoup dans cette salle. C'est les chefs, les maîtres de l'île de Cap-Vert où nous sommes aujourd'hui. C'est dire que les femmes participaient à la direction des affaires politiques dans le cadre d'une assemblée féminine, siégeant à part mais jouissant de prérogatives analogues à celles de l'Assemblée des hommes. Ces faits sont demeurés sans changement jusqu'à la conquête coloniale, nous dit Cheikh Anta Diop. C'est d'ailleurs selon ce pouvoir que l'Assemblée des femmes du royaume béranger, réunie la nuit, renversa la décision de celle des hommes réunis le jour et choisit l'ordre de mobilisation et de guerre pour résister à l'armée française commandée par le colonel Dodds. Cette décision fut ratifiée par la suite par les hommes. Ce fut aussi grâce à ce pouvoir décisionnel que les femmes casamançaises, il doit y en avoir certainement beaucoup dans cette salle aussi, contrairement à l'avis des hommes, décidèrent sous la direction de la prêtresse Aline Sitoé Diatta, dont parlait M. Yerodia tout à l'heure, de ne pas livrer leur récolte aux colonisateurs tel que c'était imposé comme effort de guerre et engagèrent la bataille contre la domination politique et l'exploitation économique. C'est là un cas de figure de résistance féminine africaine immortalisé par le film Emitaï de notre regretté Sembène Ousmane, l'un des plus illustres cinéastes africains. Une autre source corrobore la thèse de Cheikh Anta Diop à propos de l'accès des Africaines au pouvoir politique et de son exercice de façon souveraine dans l'Afrique précoloniale. Elle nous vient de l'anthropologue sénégalaise Dr Fatou Sow Sarr, qui évoque le système politique du Wallo, dont parlait M. Dia tout à l'heure. Dans ce royaume qui se situe dans le nord du Sénégal, comme vous le savez, le choix du Brak, c'est-à-dire le roi du Wallo, était assumé par les femmes. Elles portaient cette fonction élective du roi à titre de lingueur. Ce partage des fonctions permettait le respect de l'équilibre des lignées maternelles et paternelles de la royauté. Comme nous l'explique Dr Fatou Sow Sarr, les femmes utilisèrent cette position stratégique d'influence pour arriver à un contrôle absolu du pouvoir du royaume du Wallo, fait confirmer par l'historienne française
Catherine Kokorevich, qui doit venir de l'Est d'ailleurs, selon son nom. La transmission des fonctions, dit-elle, des biens passant par les femmes, le pouvoir des hommes s'en trouvait dispersé, car la vie était organisée autour de la mère. La lignée maternelle avait une telle importance que le pouvoir effectif put même tomber entre les mains des femmes. Fin de citation. C'est en effet ce qui se passa au Wallo, nous dit Dr Sarr, dans sa communication faite au musée de la femme à Gorée. Elle dit qu'en 1795, on note un tournant décisif dans la stratégie de contrôle du pouvoir des femmes. Ce bicaméralisme spécifique en Afrique noire, notamment ce partage des pouvoirs entre les hommes et les femmes, reposant sur la dualité des sexes, loin d'entraver la vie nationale et d'opposer les hommes et les femmes, garantissait l'épanouissement de tous, nous dit Cheikh Anta Diop. C'est là, pourront-on affirmer aujourd'hui, n'est-ce pas, Madame la Ministre, que c'était là le genre ou l'équité femmes-hommes avant la lettre. C'est dire que de l'Égypte pharaonique à l'Afrique noire précoloniale, la femme jouissait d'un statut privilégié et jouait un rôle capital dans la société. Ce faisant, c'est au titre de reine-mère, de leader, d'âme douée de force morale et spirituelle, que beaucoup d'Africaines d'origine ou d'ascendance exercèrent effectivement le pouvoir ou furent influentes dans l'exercice du pouvoir par les hommes. Comme disait Cheikh Anta Diop, afin qu'on ne nous soupçonne pas de nous créer une histoire glorieuse, présentons ici quelques-unes parmi elles. C'est la reine pharaon Hatshepsut de l'Égypte antique, c'est la reine Saba de l'Éthiopie, c'est Lalla Fatma Soumer de l'Algérie, c'est Zainab Tanfazi du Maghreb, c'est la reine Datayala du Wallo ou sa sœur Djambon Moj, c'est Nyama Bacheli de l'île de la Réunion qui est venue en fait du Guidimaha, c'est Aline Sitoé Diatta de la Casamance, c'est la reine Anzinga de l'Angola, c'est la reine Pokou de la Côte d'Ivoire, c'est Rosa Parks parmi les femmes de l'exil, Luisa Marin de Brésil, Michelle Obama, la First Lady, la première dame noire de la Maison Blanche. L'article 16 de la charte de Kouran-Fouga ne confirme-t-il pas cet état de fait? Il stipule, comme c'est dans les documents, que les femmes, en plus de leur occupation quotidienne, doivent être associées à tous nos gouvernants. Datée de 1236, cette charte existe depuis plus de 5 siècles et demi, soit depuis 553 ans avant la Déclaration universelle des droits de l'homme. D'ailleurs, on parle de droits de l'homme, on ne parle pas de droits humains ni de droits de la personne comme au Québec, chez nous. Mieux encore, cette charte Kouran-Fouga a précédé de loin la parité homme-femme, la loi de la parité homme-femme du Sénégal, décrétée en 2010. C'est dire que nous avons eu un recul de 774 ans, 7 siècles, 10 décennies et 4 années par rapport à la tradition démocratique que nos ancêtres avaient instituée officiellement en 1236 en Afrique de l'Ouest. Je dis bien en Afrique de l'Ouest parce que ce n'est pas au Mali, c'était dans le grand empire du Mali ou la Sénégambie. D'ailleurs, au terme de sa démonstration de l'existence du constitutionnalisme dans les États africains précoloniaux, ainsi que celle du mécanisme des contre-pouvoirs, Cheikh Anta dit, Cheikh Anta fait l'éloge de ce qu'il appelle le passé démocratique de nos ancêtres à travers leur pratique du constitutionnalisme, des contre-pouvoirs et de ce qu'il appelle le bicaméralisme. Puis, Cheikh Anta conclut, c'est à l'honneur de nos ancêtres d'avoir su créer un tel type de démocratie. En la restaurant sous une forme moderne, nous restons fidèles au passé démocratique et profondément humain de nos aïeux. C'est dire que la parité ou le genre ne nous vient pas de l'Occident, c'était dans la profondeur de notre tradition. Ce bref survol nous montre que Cheikh Anta nous a fourni la preuve scientifique de l'existence de la parité avant la lettre en Afrique, donc des repères historiques et sociaux de la représentation politique des femmes dans l'Afrique précoloniale.
Il nous revient à nous, générations présentes et futures, de nous approprier, n'est-ce pas, Madame la Ministre, ces données qui sont plus en lien avec notre histoire et notre culture pour baliser concrètement des voies modernes du partage équitable du pouvoir entre les hommes et les femmes pour une gouvernance et un développement durable du Sénégal et de l'Afrique. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, modérer, c'est de temps en temps reprendre la parole, essayer de synthétiser les propos de Dr Awa Boubacar Ly. Je ne veux pas la frustrer parce qu'elle nous a renvoyé aux écrits, aux dires, aux propos de Cheikh Anta Diop. Vous me permettez tout simplement de relever que Cheikh, c'est vous en même temps, parce que vous défendez les idées de Cheikh Anta Diop. C'est très bien, avec la trajectoire historique, ça nous a renvoyé à l'Égypte. La déesse ézéchienne, celle des Lébous, bien sûr, c'est sorti, et c'était incroyable. On ne peut pas faire ressortir une dimension historique sans citer Aline Sitoé Diatta, c'était incontournable. Je sais qu'aussi dans le choix du Barat Wallo, la place de la femme était quelque chose d'incontestable, remarquable, elle l'a magnifié. Michelle Obama, tout le monde le sait, fut la première dame noire américaine. Je suis très rassuré, c'est moi qui suis rassuré en tant qu'historien du droit, d'entendre Dr Ly citer la charte de Nkrumah du XIIIe siècle. Effectivement, j'aimerais bien que vous nous rejoigniez, elle et moi, et que nous soutenions cette idée que la charte de Nkrumah peut être élevée au rang de source fondamentale des droits de l'homme. J'ai conscience que dans cette charte, il y avait quelques difficultés quand même. La hiérarchisation de la société, s'il faut voir, et la phase de la femme était très inquiétante. Et elle a fini par dire, pour ce qui est des repères, et puis en même temps interpellant Madame la Ministre, repères historiques et sociaux, Cheikh Anta Diop a été le premier à démontrer la place de la parité.